je ne comprends pas très bien ce qu'on appelle relation. Si vous n'êtes pas capable de respecter la population américaine, la population africaine-américaine, je ne sais pas comment vous allez respecter les Africains. Mais c'est les mêmes Africains. Ils ne sont pas différents parce qu'ils sont d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre. C'est les mêmes Africains. Si vous ne les respectez pas en Amérique, chez vous, là où ils sont vos voisins, là où ils sont vos concitoyens, c'est là où ils sont loin, ils sont exotiques que vous allez les respecter. Alors que jusque-là, le continent africain faisait office de pion dans un jeu dont il maîtrise que trop peu les règles, il semble en posture de force. Mais va-t-il se saisir de ces opportunités afin de s'imposer? Point d'interrogation. Soit. Encore une visite américaine sur le continent. Celle-ci est présentée comme la visite qui vient réitérer la sincérité des États-Unis envers l'Afrique. Après les escales de Janet Yellen et Anthony Blinken, respectivement secrétaire au Trésor et secrétaire d'État, Ghana, Tanzanie et Zambie sont les terres qui accueillent la vice-présidente Kamala Harris. Je cite « véritable partenaire », fin de citation, telle est l'expression qui régit désormais les rapports États-Unis-Afrique selon les autorités américaines, et c'est ce que vient vendre Madame Harris. Le Ghana, pour son cas, premier pays d'accueil depuis le 26 mars. Sur le plan économique, semble suffoqué. L'on parle d'indicateurs rouges avec une énorme dette, une inflation galopante comme presque tous les pays d'Afrique et du monde. La Tanzanie, elle n'en est pas loin non plus et n'est pas peut-être en bonne posture économique. Washington a-t-il bien ciblé à dessein? Est-ce reparti pour un nouvel assaut sur le continent au vu des différences géopolitiques comparées à l'ère Barack Obama ou encore Donald Trump? Des interrogations mises sur la table et qui seront soumises au regard panafricain de notre invité qui n'est nul autre que le docteur Yam Timba. Il est économiste et chercheur. Bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir, Madame Béni. Parlez dans votre micro. Ah, ben je suis devant mon micro. Vous allez bien, docteur Yam Timba? Je vais bien, merci. Merci d'être avec nous. Merci pour cette invitation. Je vous en prie, c'est nous qui vous remercions d'être là. On démarre les hostilités juste après cette transition. Nous parlons de la visite en Afrique de Kamala Harris, mais pas seulement, surtout de ses déclarations. Une déclaration qui a attiré l'attention de For You Media Africa, mais certainement de l'émission Regard panafricain. Nous sommes, je cite, à fond sur l'Afrique qui façonnera l'avenir du monde. Fin de citation. Est-ce donc un nouvel assaut sur le continent? La question, elle est posée. Docteur Yam Timba, merci d'être avec nous. Comment interpréter ces paroles? Ces paroles n'ont rien de spécial, n'ont rien de nouveau, n'ont rien d'extraordinaire. Ces paroles indiquent simplement que l'Amérique estime que l'Afrique, qui a toujours été, que l'Afrique devrait rester sa chasse gardée, oui. Comme elle l'a toujours été, par proxy ou si vous voulez par puissance moyenne interposée. Dans la zone franc, par France interposée, dans les pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne, essentiellement par Commonwealth interposé, et puis dans des pays, surtout de l'Afrique australe, par la puissance de l'Afrique, de la République sud-africaine interposée, et en Afrique du Nord, on essaye de maintenir sa présence, on a chassé Kadhafi, on s'assure que l'Égypte reste proche d'Israël et que le Maroc devienne le nouveau toutou. Et donc, du coup, on contrôle la Méditerranée de l'Est à l'Ouest et on contrôle l'Atlantique. En fait, l'Amérique réaffirme simplement qu'elle a besoin de garder le contrôle, malgré le fait que les Africains refusent toujours de lui offrir un site pour Africom. Eh bien, aujourd'hui, Madame Kamala Harris semble bien déterminée car elle parle à nouveau d'un véritable partenariat. Mais si on parle de cela en 2023, c'est qu'avant, qu'est-ce que c'était? Bon, alors, je vais vous lire quelque chose. Oui, allez-y. Parce que j'ai entendu des choses assez curieuses dans le cadre de cette visite. Je me suis demandé si je ne comprenais plus français
ou si je ne comprenais plus anglais, ou évidemment si peut-être c'est clairement ce que j'ai toujours dit et qui est une conviction sérieuse chez moi, c'est que les Occidentaux ne comprennent pas l'Afrique. Et comme ils ne comprennent pas l'Afrique, eh bien, ils disent tout ce qu'il ne faut pas dire sur l'Afrique. Ils ont des attitudes qu'il ne faut surtout pas avoir avec l'Afrique. Je parle de l'Afrique d'aujourd'hui, celle que je connais, celle dans laquelle je vis. Vous parlez de partenariat relancé. Vous relancez quoi? Il faut que quelque chose existe pour qu'on la relance. Et ils ont utilisé un terme très intéressant qui s'appelle la nouvelle stratégie africaine. Un peu comme avec Emmanuel Macron. Il y a pire parce que Emmanuel Macron, lui, peut au moins dire qu'ils ont été là, ils ont colonisé les gens, ont été les tuteurs des gens, qu'ils ont signé à la place des gens. Parce que quand ils signaient le franc CFA, nous n'étions pas là. Quand ils ont signé l'indépendance d'un pays comme le Cameroun, on n'était pas là. Quand ils ont créé l'État du Cameroun, on n'était pas là. C'est eux qui ont fait leurs affaires. Je crois que le seul Africain qui a participé à la création de l'État, d'un État comme l'État du Cameroun, c'est Houphouët-Boigny. Il faut relire le décret de l'époque. Alors, il parle de nouvelle stratégie africaine. Alors, moi, je pose la question de savoir, il y en avait une précédente. Avant de passer à la nouvelle, on fait quand même un bilan, non? Un pays, la plupart des pays, il y a l'AGOA qui est censé être là depuis depuis les années 90. Quel est le bilan? Pour un pays comme le Cameroun, l'AGOA, lorsque le Cameroun a été suspendu par les États-Unis, l'AGOA, c'était l'équivalent des échanges avec le Tchad. Des échanges avec le Tchad, pour vous donner un ordre de grandeur. Les échanges avec le Tchad, c'est exactement l'équivalent de 3 pour 1000 du PIB du Cameroun. 3 pour 1000 du budget du Cameroun, pas du PIB. 3 pour 1000 du budget du Cameroun, c'est à peu près autour de 17-18 milliards. Donc, c'est à peine ça que le Cameroun exporte vers le Tchad. Donc, il n'y a pas grand-chose, en fait. On peut faire 100. D'ailleurs, la preuve, depuis que le Cameroun est suspendu de la Goa, on fait 100. Donc, quel est le bilan? Est-ce la continuité de ce qui se faisait avant? C'est-à-dire, finalement, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la guerre du Biafra. Ça nous rappelle les guerres de Libye. Ça nous rappelle la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Ça nous rappelle le Zaïre à l'époque avec Lumumba. Ça nous rappelle l'Angola. Ça nous rappelle le Zimbabwe. Ça nous rappelle qu'on demandait au Zimbabwe de légaliser l'homosexualité ainsi qu'au Sénégal. C'est ça que ça nous rappelle. Ça nous rappelle les guerres et le génocide au Cameroun, au Rwanda, etc. On rappelle la guerre des Mau Mau. Si c'est ça, cette fameuse stratégie africaine, eh bien, il vaut mieux qu'on le sache dès maintenant, parce que autant qu'on le sache, il n'y a rien de nouveau, spécifiquement, après le grand échiquier de Brzezinski aux États-Unis qui indique, qui donne le ton en matière de politique internationale. Donc, quel est le bilan? Et nous avons entendu, quand il disait ça, ils disent cette nouvelle stratégie africaine, c'est pour lutter contre la montée de l'influence russe et chinoise. Mais il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas chez les Américains. Moi, je vous ai dit, je suis convaincu, et ça c'est factuel, sur ce genre de faits, qu'ils ne comprennent pas l'Afrique. Mais l'attitude de racisme séculaire, de mépris, est telle que, ils ne font aucun effort. Mais les Chinois et les Américains n'arrivent pas ici en bombardant nos côtes, en faisant des razzias d'esclaves, etc. C'est pas pour ça qu'ils sont là. Et les Russes, les Chinois et les Russes, ils sont invités. Oui. Eux, ils sont invités. Donc, ce n'est pas l'influence chinoise et russe qui est grandissante en Afrique. C'est la reprise de l'initiative historique par les Africains qui se consolide. Ce n'est pas la même perspective. Si vous estimez que nous sommes tellement bêtes, nous sommes tellement idiots, tellement amorphes, incapables, que nous sommes comme des singes qui se prélassent sur des branchages, et quand quelqu'un arrive, tire un coup de fusil en l'air, les singes vont dans tous les sens, ça veut dire que effectivement, ça conforte ce que je pense, c'est-à-dire que ces gens ne comprennent pas l'Afrique. Ils disent, c'est les Chinois. Mais comment les Russes en sont arrivés ici?
D'ailleurs, les Russes, systématiquement, en Afrique, sont invités. En 1896, c'est l'empereur d'Éthiopie qui les invite. Oui. En 1936, ils sont invités. Lors des indépendances, les guerres de libération, par exemple, en Angola, etc., ils sont invités. Donc, au bout du compte, les Occidentaux, de manière générale, l'ethnie européenne pense que les Africains sont terriblement incapables, totalement incapables de réfléchir et totalement incapables de prendre leur destin en main pour avancer, et estime qu'il faut un mouvement extérieur pour venir en fait faire bouger les choses. On appelle ça le principe d'inertie en physique. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui vienne de l'extérieur pour créer du mouvement. Oui. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que aux yeux de ces gars-là, nous n'avons pas plus d'importance que de la matière inerte. Nous n'avons pas plus d'importance que la pierre qui est là. Pour qu'elle ait de la valeur, il faut que quelqu'un vienne frapper avec un maillet ou avec avec quelque chose dessus. Oui. Voilà comment voilà ce qu'ils pensent des Africains. Et nous rigolons, peut-être là nous sourions lorsqu'on en parle, mais c'est extrêmement grave. Mais en même temps, c'est peut-être pas si mauvais que ça. C'est bien qu'ils continuent à penser que les Chinois doivent faire 9000 km pour que quelque chose se passe en Afrique, alors qu'en réalité, les Africains sont en train de structurer leur avenir, de reconquérir leur souveraineté et de réorganiser leur espace. Voilà. Eh bien, on parle de cette relation États-Unis-Afrique, je le disais tout à l'heure, véritable partenariat, ce qui a été déclaré par les autorités américaines. Eh bien, nombreux, ou du moins ces mêmes autorités américaines, ont estimé être aujourd'hui arrivés dans une nouvelle ère et ont accusé les prédécesseurs d'avoir abîmé la relation États-Unis-Afrique. On cite par exemple Barack Obama ou encore Donald Trump. Qui a abîmé? Barack Obama aurait abîmé cette relation. Mais bon, alors, entendons-nous les bien. deux précédents présidents. Entendons-nous bien. Je ne sais pas quel genre de relation l'Amérique avait avec l'Afrique parce que je ne comprends pas très bien ce qu'on appelle relation. Si vous n'êtes pas capable de respecter la population américaine, la population africaine-américaine, je ne sais pas comment vous allez respecter les Africains. Mais c'est les mêmes Africains. Ils ne sont pas différents parce qu'ils sont d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre. C'est les mêmes Africains. Si vous ne les respectez pas en Amérique, chez vous, là où ils sont vos voisins, là où ils sont vos concitoyens, c'est là où ils sont loin, ils sont exotiques, que vous allez les respecter? Pas du tout. Vous allez même trouver que ceux qui sont à côté de vous sont quand même plus proches de vous que les autres. On en va appeler ça, au moins ceux-là ont la couleur locale. Mais ceux qui sont loin là-bas, à 9000 km, mais c'est tellement étranger et exotique. Ils ont un terme qu'ils utilisent, ils appellent ça des aliens. Et quand on dit des aliens, vous comprenez très bien ce que ça veut dire. C'est très bizarre. Non, je crois que c'est pas ça. Les Américains... Est-ce que les présidents américains ont gâté quoi que ce soit? Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui existait déjà. Joe Biden estime qu'il arrive avec une nouvelle impulsion, il arrive avec quelque chose de nouveau, et d'ailleurs passe par Kamala Harris pour répandre cette nouveauté dans la relation Afrique-États-Unis. Obama au moins avait le pouvoir, Kamala Harris n'en a pas. Donc je comprends pas très bien ce qu'il raconte là. Et puis de l'autre côté, lorsque Joe Biden vient nous agiter l'épouvantail de notre sœur, une de nos sœurs qui n'est pas vraiment proche même des Américains, des Africains américains dans son propre pays, je me demande à quoi il pense. Il se dit que les Africains voient Kamala Harris et tout de suite là, ils ne savent pas, ils sont très émus, ils ne savent pas qui elle est. On sait qui elle est. C'est juste gênant pour nous parce que c'est une de nos sœurs. Malgré tout. C'est une de nos sœurs et c'est très embarrassant de devoir lui opposer une fin de non-recevoir ou de devoir lui dire des choses qu'elle n'a pas envie d'entendre parce que évidemment si vous êtes dans cette fameuse nouvelle stratégie américaine, vous n'avez pas envie d'entendre les Africains vous dire que au fond votre visite n'a pas de grand intérêt pour eux parce que mais c'est pour ça aussi qu'il choisit les pays qu'il choisit. Je vais juste en prendre un seul. Mais le Ghana, c'est quoi aujourd'hui? C'est 50%, pratiquement entre 40 et 50% d'inflation. Ça veut dire qu'en fait, économiquement, ce pays est effondré. Et c'est pour ça que je demandais si c'est fait à dessein, si, finalement. Bien sûr, c'est pas par hasard. Et c'est entre 40 et 50% de taux d'inflation. C'est une monnaie qui est en plein dérapage. C'est un président terriblement accusé d'être plus inféodé je crois à la maçonnerie, en tout cas une des sectes européennes là, plus qu'aux intérêts des Ghanéens. C'est
C'est une dérive totale au niveau du Ghana qu'on a connu en début du 21e siècle. Mais c'est également un pays où le taux de chômage est de plus en plus élevé et dépasse pratiquement les 30%. Nous soutenir, c'est contribuer au combat panafricain. Nous soutenir, c'est lutter pour la libération totale de l'Afrique afin de créer un monde nouveau et un meilleur avenir pour notre continent. Nous soutenir, c'est soutenir la presse africaine engagée pour une information fiable, juste, par les Africains et pour les Africains. Rejoignez notre communauté des donateurs qui œuvrent pour un média panafricain libre et surtout fort. Bienvenue dans la lutte panafricaine. Donc en fait, c'est un pays qui est asphyxié. Et on se souvient que pour essayer de tenir, c'est un pays qui depuis, d'ailleurs, il a un défaut de paiement depuis le 19 décembre 2022. Et ce pays-là, depuis cette période, cherche désespérément auprès du FMI 3 milliards de dollars. Donc, nécessairement, c'est un pays que les Américains se sont aliénés et en leur promettant certainement qu'ils vont finir par avoir leurs 3 milliards de dollars s'ils acceptent de jouer le jeu. Et justement, en parlant de ces 3 milliards de dollars, il faut rappeler que dans cette situation économique, eh bien, le Ghana a réussi à se tourner justement vers le FMI qui lui avait promis autrefois un Ghana sans aide, disons-le ainsi. Et le ministre des Finances a reçu l'accord de renflouement du FMI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce pays reçoit ce soutien-là, mais a également besoin d'une aide particulière de Washington. Et donc Washington en fait une sorte de tatami pour venir installer sa stratégie africaine. Ce pays n'a pas besoin de l'aide américaine. Ce pays peut devenir aussi riche, aussi prospère que le Qatar s'il utilise tout simplement ses ressources. Mais ce pays est bourré d'or. Ce pays exporte près d'1 million de tonnes de cacao par année. Ce pays, c'est depuis quelque temps un pays producteur et exportateur de pétrole. Ben, où vont toutes les ressources de ce pays? Le problème avec ce pays, c'est que malheureusement, il est aligné avec un autre et qui est dirigé comme lui par des personnes qui sont aliénées et inféodées aux intérêts occidentaux. La Côte d'Ivoire et le Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est 70 ou je crois 80, entre 70 et 80% du cacao mondial. Il leur suffirait, et c'est pour ça qu'on a chassé Gbagbo du pouvoir, il leur suffirait de décider qu'ils ne vont plus vendre le kilo de cacao à 1200 francs, entre 800 francs et 1200 francs, mais qu'ils vont décider de vendre le kilo de cacao. Si vous considérez aujourd'hui que les pays producteurs de cacao reçoivent exactement 1/20 de la valeur ajoutée, 1/20 de la chaîne de valeur du cacao dans le monde, eh bien, ils vont décider de multiplier peut-être ce prix par 20 pour que ça ressemble à quelque chose. Après, peut-être que les proportions vont demeurer toujours de 1/20, mais allons déjà sur deux hypothèses. La première, il décide de vendre à 20 000 francs CFA le kilo, comme Gbagbo le proposait en 2010. Oui. Si vous avez 1 million de tonnes et que vous vendez à 20 000 francs, eh bien, vous faites 1 milliard de kilos. Vous vendez à 20 000, ça fait 20 000 milliards de francs CFA. Si vous avez 20 000 milliards de francs CFA, ça fait à peu près 33 milliards de dollars. Donc, je ne comprends pas très bien comment un pays qui peut avoir 33 milliards de dollars s'en va chercher le 11e, un 11e de ce montant. Ça veut dire qu'il y a un problème de management. C'est exactement le genre de choses que je dis souvent, par exemple, relativement à un pays comme le Cameroun. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que nous avons, on n'a pas autant de cacao, mais nous exportons quand même aujourd'hui autour de 200-300 000 tonnes. Si vous prenez 300 000 tonnes, ça veut dire que vous avez à peu près le tiers de ce que le Ghana exporte. Alors, mais je crois que c'est un peu plus. Je ne sais pas le chiffre de 2022 à peu près. Oui. Donc, le Cameroun peut avoir 10 milliards de dollars de son cacao. Mais ce pays, ça va lever des sommes minables comme 20 milliards de francs CFA.
Parce que en fait, le management, il est médiocre et donc, malheureusement, il n'est pas assez pugnace. Et les Américains profitent de ce genre de situation. Le Ghana, N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.